Une catastrophe menace une petite ville du Nevada où il y a 250 000 touristes pendant un long week-end. On a trouvé une bombe de 500 kilos qui pourrait exploser à tout moment. Il est impossible de la désamorcer ou de la déplacer sans provoquer d'explosion. Pour le FBI, il s'agit du pire scénario possible. State Line est une petite ville touristique située à la frontière de la Californie et du Nevada. Cette localité ne compte que 1300 habitants. Sa plus grosse industrie est celle du jeu. Avec tout l'argent qui y circule, c'est une cible idéale pour les criminels qui cherchent à s'emparer d'un gros butin. Le 26 août 1980 à 5h30, à l'heure de réception du Harvey's Casino. Deux hommes avisèrent le gardien de sécurité qu'ils avaient une nouvelle photocopieuse à livrer. Le gardien leur indiqua où se trouvaient les bureaux de la direction au 2e étage. Ils ne pouvaient imaginer ce qu'ils venaient de laisser entrer dans l'immeuble. Il ne s'agissait pas d'une photocopieuse. Peu après 6 heures du matin, un autre gardien de sécurité vit l'étrange boîte métallique au milieu d'une pièce. Par terre, il trouva une lettre. Selon cette lettre, la boîte contenait une imposante bombe. Le gardien de sécurité contacta aussitôt le bureau du shérif de Douglas County. Voici le capitaine Ron Pierini. Il était environ 6h30 du matin quand j'ai reçu un appel de l'un de mes sergents qui m'a informé qu'on avait trouvé une bombe au Harvey's Casino. Pierini contacta alors l'escouade anti-bombe de Tao Douglas. L'engin explosif était immense et il était fait de métal. Selon la lettre, la boîte contenait 500 kilos de TNT. Une telle quantité d'explosifs pouvait tout détruire dans un rayon de 150 mètres du casino. La lettre mentionnait également qu'il y avait 3 minuteries distinctes dans la bombe, chacune réglée à une heure différente. La bombe ne pouvait pas être déplacée ni désamorcée. Si les autorités ne remettaient pas 3 millions de dollars à l'auteur de cette bombe, ils feraient exploser le casino. Ils disaient également que si le FBI essayait de contrecarrer l'opération, il frapperait de nouveau le même casino. Cet engin était énorme et il était bien réel. Et s'il avait alors explosé, aucun de nous ne serait en vie aujourd'hui. À en juger par la complexité de l'engin et la quantité de TNT qu'il contenait, il était clair que son auteur n'entendait pas à rire. La bombe pouvait détruire tout le pâté de maison et l'on ne savait même pas quand elle devait exploser. Celui qui avait fait cette bombe contrôlait parfaitement la situation. Selon l'escouade anti-bombe, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une fausse bombe, que ce n'était qu'une coquille vide. On croyait que c'était une vraie bombe. Il y avait donc plusieurs points à examiner. Comment allions-nous protéger les lieux et assurer la sécurité des gens? Le casino était rempli de joueurs. Et l'hôtel qui abritait le casino plein de clients. Avec une bombe d'une telle taille, les policiers devaient mettre en sécurité des centaines de gens. Au cours des heures suivantes, les 600 clients de l'hôtel furent conduits à une école non loin de là. Pour être honnête, on était terrifiés. C'était vraiment perturbant. Si cette bombe avait explosé dans le casino, il y aurait eu pas moins de 600 victimes. Le capitaine Pierini évalua la situation et se rendit compte qu'il avait besoin de renforts. Notre service de police est relativement petit.
Nous n'avons pas l'expertise pour gérer les cas d'extorsion, ni les ressources et l'argent requis pour mener une enquête sur une affaire comme celle-ci. Comme il s'agissait d'un cas d'extorsion, on a immédiatement contacté le FBI. Voici l'agent spécial Bill Jonke. Il y a parfois des tentatives d'extorsion dans les casinos de State Line. C'est déjà arrivé. Des criminels ont posé des bombes dans quelques casinos de la ville. Mais jamais, dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu imaginer une bombe aussi imposante et sophistiquée. Il y avait 28 interrupteurs à levier sur la boîte du dessus et chacun d'eux était numéroté. Tous les leviers étaient positionnés vers le bas, sauf un seul, le numéro 23, qui, lui, était vers le haut. Quand on a examiné ces interrupteurs, on ne savait pas à quoi ils servaient. N'importe lequel de ces interrupteurs pouvait faire exploser la bombe ou au contraire la désamorcer. On m'a remis la lettre d'extorsion dans laquelle on identifiait plusieurs composantes de la bombe. En lisant cette lettre, j'ai compris qu'on avait tout un problème sur les bras. Selon cette lettre, la bombe contenait 500 kilos de TNT. Et à en juger par la taille de la grosse boîte, la bombe pouvait effectivement contenir une aussi grande quantité de TNT. Plusieurs casinos se trouvaient dans le rayon d'explosion de 500 kilos de TNT. C'est toute la petite ville qui pouvait être rayée de la carte. On a bloqué l'accès au quartier des casinos depuis l'autoroute 50 et on s'est assuré qu'aucune voiture ne puisse passer. On a ensuite ordonné aux autres casinos d'évacuer le secteur immédiat du Harvey's, ce qu'ils ont fait. Ils ont même posé des planches dans certaines fenêtres pour empêcher les gens d'être blessés par des éclats de verre. Pendant que les policiers fermaient l'accès aux rues du quartier, l'escouade antibombe analysait l'engin explosif. Les experts n'étaient pas tenus de porter leur combinaison parce que rien n'aurait pu les protéger si une bombe de cette taille devait exploser. D'abord, on devait découvrir ce que la boîte métallique contenait. Quel type de bombe était-ce? Quelle serait l'ampleur de l'explosion? Pourrait-elle détruire les commerces situés de l'autre côté de la rue? Pouvait-il s'agir d'une bombe nucléaire? L'agent spécial Herb Hawkins est le numéro 2 du bureau du FBI de Las Vegas. On a radiographié l'engin en procédant par section, car on n'avait pas d'appareil assez gros pour radiographier l'ensemble d'un coup. On a fait une série de radios du tiers de la bombe, puis d'un autre tiers et enfin d'un dernier tiers. En tout, l'escouade antibombe prit plus de 200 radios. Les membres photographièrent également l'engin et y prélevèrent des empreintes digitales. Même s'il était risqué de prélever un échantillon de peinture, le FBI croyait que cela permettrait peut-être d'obtenir des indices importants sur l'auteur de cette bombe. Ça peut nous aider à identifier le type qui a ce genre de peinture dans son garage. Les enquêteurs trouvèrent également une petite goutte de sang sur un des coins de l'engin. Elle fut recueillie à titre d'indice. On pourrait peut-être trouver un homme dont le sang correspondrait à celui recueilli sur la bombe. C'était une bonne piste d'enquête pour nous. Les empreintes digitales et les échantillons de peinture et de sang furent envoyés au labo du FBI à Washington. Les experts devaient analyser ces indices en espérant qu'ils les mèneraient vers le coupable. Mais pour les agents sur les lieux du crime, la priorité était de désamorcer la bombe. Au poste de commandement, les enquêteurs étudièrent les radios de l'engin explosif. Le matériau qui se trouvait dans la boîte du bas était très dense. On était incapable de voir à travers sur les radios. Cela indiquait qu'il s'agissait vraisemblablement d'explosifs ou d'un autre matériau très dense. On pouvait voir des fils électriques plongés dans ce matériau. On en a déduit qu'il s'agissait des fils des détonateurs dont les extrémités avaient été placées dans les explosifs. Des scientifiques du NEST, l'équipe de recherche nucléaire, analysèrent la portion du bas de la bombe pour en calculer le rayon potentiel d'explosion. Ils ont estimé que l'explosion ferait des dommages significatifs sur une distance de 500 à 800 mètres. À moins de 500 mètres, ce serait évidemment encore plus grave. Et à moins de 200 mètres, la destruction serait complète. Pendant que les experts en explosifs analysaient l'engin, des agents se mirent à la recherche de l'auteur du crime.
On devait interroger tous les clients du casino au cas où l'un d'eux aurait vu quelque chose, comme le véhicule ayant servi au transport de la bombe, par exemple. Les autorités mirent sur pied des lignes téléphoniques spéciales. Le capitaine Ron Pierini et ses collègues du bureau du shérif de Douglas County travaillaient étroitement avec le FBI. On voulait savoir s'il y avait des témoins, si quelqu'un avait vu ces types apporter la bombe au casino. Quel véhicule conduisait-il? Pouvait-on nous les décrire? Le FBI interrogea le gardien de sécurité. Celui-ci leur parla des deux hommes venus livrer une photocopieuse vers 5h30 du matin. Ils étaient arrivés à bord d'une camionnette blanche. On savait qu'ils avaient une camionnette blanche. On savait aussi à quelle heure la bombe avait été livrée par deux hommes au casino qui poussaient et qui tiraient dessus. Les enquêteurs essayèrent de repérer toutes les camionnettes blanches du secteur de Lake Tahoe. Les patrouilleurs arrêtaient les camionnettes blanches et notaient le nom de leur conducteur. Pendant que les policiers étaient à la recherche de suspects potentiels, les techniciens analysaient toujours l'engin explosif. Mais les nouvelles n'étaient guère réjouissantes. La bombe était d'une puissance incroyable. Au cours de cette première journée, après le diagnostic, l'analyse des radios et de la lettre d'extorsion, on a réalisé qu'on ne pourrait pas déplacer cette bombe. De fait, il s'agissait d'une vraie bombe prête à exploser. On ne connaissait pas la nature de la matière explosive. On croyait également qu'il y avait d'autres explosifs dans la boîte du dessus, ce qui rendait toute l'opération extrêmement risquée. À la fin de l'après-midi, on a dû conclure qu'il nous serait impossible d'ouvrir cette bombe avec l'équipement à notre disposition ou même avec tout l'équipement qui existe au pays. Il semblait bien que l'auteur de cette bombe avait remporté la manche. Le FBI devrait prendre une nouvelle approche et coopérer avec lui. Ce soir-là, les agents rencontrèrent Harvey Gross, le propriétaire du Harvey's Casino. On pensait qu'on avait de bonnes chances d'arrêter et d'identifier ces types au moment où on leur remettrait l'argent. On a donc décidé de suivre leurs instructions. L'auteur de la bombe avait demandé qu'on lui laisse 3 millions de dollars à un endroit isolé par hélicoptère, en échange de quoi il donnerait aux autorités des instructions pour déplacer et désamorcer la bombe sans danger. On a parlé au propriétaire des problèmes qu'on avait eus avec la bombe. On devait agir rapidement et profiter du moment où on lui remettrait l'argent. Les agents croyaient que les 3 millions de dollars étaient le meilleur moyen de retrouver le coupable le plus vite possible. Le propriétaire du casino était sceptique. Il nous a demandé ce qu'on comptait faire avec ce type. On lui a dit « on veut le capturer ». Ce à quoi il nous a répondu « si vous faites ça, je ne lui donnerai pas 3 millions de dollars ». Il nous a alors donné 5 000 $ en billets que nous avons soigneusement marqués. Les autres billets n'étaient en fait que des morceaux de papier. Un pilote du FBI conduirait l'hélicoptère. Comme l'auteur de la bombe avait interdit toute communication radio, le pilote porterait un micro. Il devait atterrir dans un endroit précis à l'aéroport de South Lake Tahoe, au plus tard à 23 h. À minuit 5, on lui donnerait d'autres instructions. On avait exigé qu'aucune force de l'ordre ne soit mêlée à ces opérations. Mais ce n'était pas très réaliste. Bien entendu, de nombreux policiers et agents se trouvaient un peu partout dans l'aéroport. Ils espéraient identifier quelqu'un sur les lieux qui pouvait avoir des liens avec cette tentative d'extorsion. Le pilote atterrit à l'aéroport de South Lake Tahoe à 23 h précises. Dans un immeuble à proximité, une équipe d'agents du FBI et de policiers se tenait prêts à écouter la suite grâce au micro du pilote. On attendait que l'auteur de la bombe entre en contact avec lui. À minuit 5, exactement comme il l'avait dit, le téléphone a sonné dans la cabine téléphonique. L'homme au bout du fil demanda au pilote de regarder sous la tablette qui se trouvait dans la cabine. Il y trouverait d'autres instructions.
Il a lu le mot à voix haute alors qu'il se trouvait devant la cabine téléphonique. Ça nous a permis de l'entendre et d'ainsi connaître le contenu de la lettre. On a aussitôt dépêché des unités au sol vers l'endroit où il devait se diriger. Le pilote devait voler vers l'ouest, le long de l'autoroute 50, à une altitude de 150 mètres. À un certain moment, il devait apercevoir une lumière stroboscopique qui lui indiquerait où atterrir. Il fallait voler à très très basse altitude dans une région très montagneuse. C'était extrêmement dangereux pour notre pilote d'hélicoptère de voler ainsi en pleine nuit. On ferait l'impossible pour le couvrir et le protéger à partir du sol, et bien entendu pour arrêter l'auteur de ce crime si c'était possible. On a immédiatement dépêché des voitures sur l'autoroute 50 en direction ouest, autant pour repérer le suspect que pour protéger notre pilote. Une unité SWAT volait à 300 mètres au-dessus de l'hélicoptère du FBI. Elle assurait ainsi la sécurité du pilote. L'élément qui nous rend le plus craintif, c'est l'inconnu. On ignorait à qui l'on avait affaire. On ne savait pas s'il y avait 10 de ces types, un seul ou 2 douzaines qui iraient à la rencontre de l'hélicoptère. Le pilote du FBI continua de longer la route 50 à une altitude précise de 150 mètres à la recherche de la lumière stroboscopique. Sous lui, il n'y avait que l'obscurité. Il semblait que l'auteur de la bombe jouait à un jeu mortel et que le FBI était complètement à sa merci. State Line au Nevada en 1980. Le pilote d'un hélicoptère du FBI scrutait un segment de 25 km de l'autoroute 50 à la recherche d'un signal. L'homme qui avait posé une imposante bombe dans un casino de la région avait exigé la somme de 3 millions de dollars. Les agents savaient que leur meilleure chance d'arrêter l'auteur de la bombe serait de lui faire croire qu'ils obéissaient à ses directives. Le pilote survola les montagnes dans l'obscurité à une altitude de seulement 150 mètres. Il ne vit aucune lumière stroboscopique. L'agent du FBI, Herb Hawkins, dirigeait les opérations de recherche au sol. Il revenait vers nous et repartait ensuite pour revenir encore. On lui disait de continuer de faire la navette. Il m'appelait sans arrêt pour me dire « Herb, je n'ai rien trouvé, il n'y a rien ». Vers 4 heures du matin, on lui a finalement ordonné de rentrer. L'auteur de la bombe semblait avoir remporté cette autre manche. Toutes les tentatives du FBI d'établir un contact avec lui avaient échoué. Mais s'il ne voulait pas la rançon, que voulait-il donc? Le lendemain matin, le FBI demanda à Robert List, le gouverneur du Nevada, de tenir une conférence de presse. Celui-ci devait convaincre l'auteur de la bombe de reprendre contact avec le casino. This request is made due to failure of enlightenment and a confusion in following the previous directions. The hotel is prepared to comply and is standing by as before. Le mercredi, ça a été le silence complet. Je crois que ces types ne nous ont pas contactés parce qu'ils étaient très prudents. Pour l'escouade anti-bombe, cela posait un problème qui pouvait se révéler fatal. Comment pourrait-on déplacer la bombe sans savoir ce qui se trouvait à l'intérieur? C'était très lourd et tout en métal. Il y avait là 500 kilos de matière explosive. On ne pouvait pas simplement soulever la bombe et la sortir des lieux. On a constaté que pour la déplacer, en admettant que cela n'aurait posé aucun danger, on aurait eu besoin d'au moins 3 ou 4 personnes. C'était beaucoup trop de gens près d'un engin prêt à exploser. Même s'ils avaient pu déplacer l'engin explosif dans l'aire de stationnement, qu'auraient-ils fait ensuite? On était littéralement aux prises avec une grenade géante. Si cette bombe explosait, elle projetterait des éclats partout. On ne pouvait pas se permettre de la sortir de l'immeuble. Les agents et les experts de l'escouade anti-bombe ignoraient si la bombe était branchée sur une minuterie, si son auteur pouvait la faire exploser à distance, et ils ignoraient aussi le degré de volatilité du matériau explosif. Ils avaient des décisions difficiles à prendre.
Un des experts nous a dit, et nous étions tous d'accord sur ce point, que si nous pouvions faire tomber la boîte du dessus à l'aide d'explosifs, et ce à très grande vitesse, on couperait alors le courant électrique qui alimentait la pile et l'on empêcherait que la charge principale n'explose. Le plan consistait à utiliser 3 kilos d'explosifs plastiques pour détruire la boîte du dessus, qui était vraisemblablement la boîte de contrôle de la bombe. S'ils pouvaient couper le courant qui se rendait dans la dynamite, on pouvait espérer que la bombe n'exploserait pas. Tout dépendait du fait que la boîte du dessus ne soit pas elle aussi remplie d'explosifs. Si la boîte du dessus contenait de la dynamite, alors notre plan échouerait parce que cela provoquerait l'explosion de la bombe du dessous. En d'autres mots, nos tentatives d'éliminer la boîte du dessus provoqueraient l'explosion de la bombe. C'était une procédure risquée. Tout l'immeuble abritant le casino et l'hôtel serait détruit. On devait avant tout demander la permission du propriétaire des lieux, Harvey Gross. Il nous a dit que tant que personne ne serait blessé, on devait faire ce qu'il y avait à faire. Après plusieurs heures à chercher une solution, on avait trouvé que cette option. Il a accepté. Il avait les larmes aux yeux. Il nous a demandé de protéger toutes les personnes qui travaillaient sur cette affaire et de s'assurer qu'il n'y ait pas de blessés. Si la bombe devait exploser, a-t-il dit, on pourrait reconstruire le casino. L'escouade anti-bombe prépara une charge linéaire qu'elle plaça à un endroit stratégique pour détruire la boîte du dessus. Des fils partaient des charges explosives et sortaient par la fenêtre pour se terminer à un point de mise de feu dans l'aire de stationnement. Il était impossible de déterminer à l'avance si la charge linéaire désamorcerait la bombe ou si, au contraire, elle la ferait exploser. On espérait que cela séparait la boîte du dessus du reste et que cette boîte ne contenait pas d'explosifs, ce qui aurait provoqué une détonation. Mais on était prêt à tout et je dois dire qu'on s'attendait effectivement à ce que les 500 kilos de TNT explosent comme l'indiquait la lettre. On était prêt à cette éventualité quand on a fait exploser la charge linéaire. Vers 15h55, le shérif Jerry Maple fit diffuser un avertissement pour aviser la population qu'on allait tenter de désamorcer la bombe. Okay, we have the all clear. Everybody stand by. 5, 4, 3, 2, 1. Le plan avait échoué. Une partie de l'immeuble était maintenant en ruine. L'agent spécial du FBI, Herb Hawkins. La dévastation était importante. Les 2 étages du sous-sol et les 2 premiers étages avaient été détruits. Il y avait des dégâts partout. Des barres d'armature, des blocs de ciment, des murs, des bureaux, des meubles en mille miettes. Il y avait des fragments dans l'hôtel, d'autres dans le trou créé par l'explosion, d'autres encore au 2e et au 3e étage, et enfin dans l'aire de stationnement. Je crois qu'on a tous eu la même pensée. On était reconnaissant de n'avoir aucune égratignure. Il n'y avait pas eu de blessés. On était soulagés de penser que la bombe ne représentait plus de danger. Les 2 derniers jours avaient été très stressants. On était donc soulagés qu'elle ait explosé. Si vous détruisez un immeuble, vous pouvez le reconstruire. Mais quand il y a des pertes de vies humaines, on ne peut jamais revenir en arrière. Quelques experts en explosifs et moi-même sommes retournés dans l'immeuble immédiatement après l'explosion, malgré le danger que ça représentait. Il y avait des gravats partout et les agents du FBI craignaient que le reste de l'immeuble ne s'écroule. Une fois les lieux jugés sécuritaires, tous les agents retournèrent dans le casino pour y chercher des indices. On a commencé un examen très minutieux de la scène du crime, comme on le fait lorsqu'il s'agit d'une explosion, car dans un cas comme celui-là,
La cueillette d'indices peut vraiment nous aider à résoudre cette affaire. Mais à travers toutes ces ruines, trouver des indices ne serait pas facile. Quand une bombe explose, ses composantes ne s'évaporent pas. Elles sont très fragmentées, mais toujours là, au travers des décombres. Elles sont peut-être dans le cratère plus bas, mais elles sont bien là. Notre travail consiste à les trouver et les identifier. Les autorités estimaient qu'il faudrait près de 6 semaines pour faire l'examen de la scène du crime. Le FBI ne pouvait se permettre de donner autant de temps à l'auteur de la bombe. À peine quelques jours après l'explosion, les casinos de State Line offrirent une récompense de 250 000 $ en échange d'informations permettant l'arrestation et la comparution de l'auteur de la bombe. On s'est adressé à tous les médias en espérant que quelqu'un nous appellerait. On a mis sur pied une ligne téléphonique sans frais, accessible dans tout le pays. Ainsi, n'importe qui aux États-Unis pouvait nous appeler et nous fournir ces informations en échange d'une récompense. La généreuse récompense permit de recevoir quelques milliers d'appels, mais on n'obtint malheureusement pas de pistes solides. Quelques jours ont passé. Je dirais qu'il s'est écoulé 9 ou 10 jours. On avait des pistes, mais aucune d'elles n'était prometteuse. Les types qui avaient fabriqué et posé cette bombe étaient sans doute très liés entre eux. Il pouvait s'agir des membres d'une même famille, parce qu'on n'obtenait aucune information. Les agents espéraient trouver un indice à travers les décombres qui leur permettrait d'identifier le coupable. À la fin des 40 jours de recherche, on avait recueilli près de 50 kilos de la bombe qui, selon nous, devait peser plus de 350 kilos. On en avait donc environ 1/8. Les pièces qu'on avait recueillies étaient principalement des pièces en acier qui avaient résisté à la détonation. Les pièces furent acheminées au labo du FBI à Washington dès qu'elles furent recueillies. C'était la première fois que les experts pouvaient vraiment analyser la bombe. On a pu déterminer le genre d'interrupteur qui avait été utilisé. C'était des interrupteurs à mercure. On connaissait aussi le genre d'explosif. De plus, on avait trouvé des morceaux de carton, des éléments qui pourraient peut-être nous dire où et comment l'engin avait été construit. L'examen en laboratoire permit aux agents de découvrir enfin quelque chose sur l'auteur de la bombe. Une des premières choses qu'on a faites, ça a été de demander à un expert en métallurgie d'examiner les composantes de la bombe et de mesurer les chocs subis par les pièces de métal d'un point de vue métallurgique. On voulait qu'ils nous disent quel genre de choc la détonation leur avait fait subir. Ainsi, on saurait quel genre d'explosif avait été utilisé. La lettre de menace disait qu'il s'agissait de TNT, mais on devait malgré tout faire des vérifications. On voulait voir si ces dommages pouvaient avoir été causés par du TNT, ce qui n'était pas le cas. On a ainsi su quelque chose à propos de son auteur. Il nous avait menti dans sa lettre. Il nous avait menti pour capter notre attention. L'auteur de la bombe avait utilisé de la dynamite plutôt que du TNT. En faisant croire aux enquêteurs que la bombe contenait du TNT, il leur avait fait craindre le pire. Son plan était très élaboré. En examinant l'engin, on voyait bien que le type avait travaillé très fort et qu'il était très patient. Il n'avait pas construit cette bombe en un seul jour. Cette bombe avait demandé plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'efforts. Et le fait qu'il l'ait construite sans attirer l'attention sur lui indiquait, à mon sens, qu'il avait mis encore plus de temps à la faire. Pour tenter d'en apprendre un peu plus sur l'auteur de la bombe, les agents demandèrent l'aide du service des sciences comportementales du FBI à Quantico. Les experts établirent que l'auteur de la bombe était dans la trentaine avancée ou le début de la quarantaine et qu'il s'y connaissait dans la façon de construire une bombe. Compte tenu de la complexité de l'engin explosif et de la teneur de la lettre, l'homme était vraisemblablement un égocentrique, convaincu de pouvoir déjouer les enquêteurs. Il est difficile de dresser le portrait de l'auteur d'une bombe. Ce n'est pas comme pour un meurtrier qui laisse derrière lui des empreintes sur la scène du crime. La construction d'une bombe demande beaucoup de préparation. Quand vous tirez sur quelqu'un, vous posez un geste personnel, alors que pour un attentat à la bombe, vous quittez les lieux et n'avez pas à assister à la scène. L'homme n'aimait pas être proche de ses victimes.
Les agents soupçonnaient également que le mobile du crime n'était pas que le gain d'argent. Était-ce un attentat terroriste? Quel était le but de ce crime en particulier? Était-ce seulement l'argent? Est-ce que ces gens étaient reliés au trafic de stupéfiants? S'agissait-il de membres du crime organisé, de la mafia? On ne croyait pas que le crime organisé aurait pu faire ça. On ne croyait pas que les trafiquants de drogue auraient pu commettre un tel crime non plus. Ces types n'aiment pas attirer l'attention sur eux. Les enquêteurs étaient à court de pistes et l'auteur de la bombe n'hésiterait pas à recommencer. À Reno, à 65 km au nord de State Line, 4 autres casinos furent l'objet de menaces d'attentats à la bombe. À State Line, au Nevada, le FBI était à la recherche d'un dangereux criminel. Celui-ci avait fait exploser un casino et menacé de recommencer dans sa lettre d'extorsion. Le FBI craignait que l'auteur de la bombe ne soit en train de se moquer d'eux. À 65 km au nord, soit à Reno, 4 autres casinos furent l'objet de menaces d'attentats à la bombe. Les enquêteurs fouillèrent les lieux mais ne trouvèrent aucune bombe. Une enquête ultérieure permit de découvrir que ces menaces n'avaient aucun lien avec l'attentat du Harvey's Casino. Les agents firent de nouveau appel à l'aide du public. Ils diffusèrent des descriptions des suspects basées sur les descriptions fournies par le gardien de sécurité des lieux. Voici l'agent spécial Herb Hawkins. On était submergés de milliers d'appels. Au début du mois de septembre, les agents reçurent un renseignement intriguant. 3 ex-employés d'une usine de construction d'avions à réaction avaient déménagé à Reno juste avant l'explosion du casino. Selon le labo du FBI à Washington, certaines composantes électroniques utilisées dans la bombe ressemblaient à des pièces d'avion. Des ingénieurs en aéronautique avaient certainement les connaissances requises pour mettre au point un tel engin explosif. L'agent spécial Bill Junkie. Ils correspondaient à ce qu'on cherchait. Ils formaient un petit groupe. Ils avaient accès à du matériel explosif et possédaient une certaine expérience dans le domaine. C'étaient des suspects très prometteurs. On a passé plusieurs heures à enquêter sur ces types et à explorer des pistes qui s'étendaient à l'échelle du pays. On a consacré beaucoup de ressources pour enquêter sur ce groupe pendant 2 ou 3 semaines avant de finalement l'écarter de notre liste de suspects. Il s'agissait d'une autre impasse. Quant à l'auteur de la bombe, il gardait le silence. Résolus à trouver des pistes, les enquêteurs relurent toutes les informations reçues par téléphone depuis l'explosion. L'agent spécial Herb Hawkins dut analyser plusieurs milliers de notes. Le 1er octobre, une information en particulier retint son attention. La propriétaire d'un motel avait vu une camionnette blanche quitter son établissement de South Lake Tahoe 1 heure avant que la bombe ne soit laissée au casino. Or, grâce aux témoins oculaires, on savait que la bombe avait été livrée dans une camionnette blanche. Hawkins croyait qu'il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence. En lisant ces informations recueillies grâce à la ligne téléphonique, j'ai constaté qu'aucun des enquêteurs ne les avait remarquées. Ces informations dataient maintenant d'1 mois. On devait absolument explorer cette piste. Les agents interrogèrent la propriétaire du motel qui avait transmis les informations. Le 26 août, vers 4 heures du matin, elle avait entendu des bruits étranges provenant de l'aire de stationnement du motel. Une fois réveillée, elle est allée voir par la fenêtre d'où elle a vu 2 ou 3 individus portant des salopettes blanches essayant de faire démarrer une camionnette blanche. Elle a noté le numéro de la plaque d'immatriculation pour s'assurer que c'était bien celui qu'elle avait noté sur la carte d'enregistrement de ses clients. Le lendemain, elle avait appelé le FBI au numéro de téléphone transmis par les médias. Les agents constatèrent que le nom sur la fiche d'enregistrement du motel était un faux nom. Ils vérifièrent le numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette blanche auprès de la Régie des véhicules de la Californie. L'information qu'on a obtenue de la Régie, c'était que le véhicule était enregistré au nom d'un certain John Burgess qui vivait à Clovis, en Californie, juste à côté de Fresno. Immédiatement, des agents de Fresno sont allés rendre visite à M. Burgess. Ils voulaient lui demander pourquoi sa camionnette s'était retrouvée à Lake Tahoe avec 3 hommes suspects à bord. Burgess déclara aux agents qu'il ignorait de quoi il parlait.
Il était bien propriétaire d'une camionnette blanche, mais c'était son fils qui l'utilisait le plus souvent. On a été incapable d'obtenir des informations de la part de M. Burgess, si ce n'est le fait que son fils conduisait le véhicule et que celui-ci pouvait être impliqué dans la culture de marijuana. Les agents interrogèrent alors le fils de Burgess à Fresno. Ils lui demandèrent ce qu'il faisait à Lake Tahoe à 4 heures du matin et pourquoi il avait mis un faux nom sur sa fiche d'enregistrement. Le jeune homme a dit aux enquêteurs qu'il était allé à Lake Tahoe car il cherchait un endroit pour faire la culture de marijuana. Les agents savaient très bien que Lake Tahoe se trouve à 1900 mètres d'altitude. Ce n'est vraiment pas l'endroit rêvé pour la culture de marijuana en raison du climat de cette région. La raison qu'il leur avait donnée était donc plutôt suspecte. Les agents soupçonnaient le fils de Burgess de mentir, mais ils ignoraient pourquoi. Ils ne le croyaient pas capable d'avoir fabriqué la bombe. À 18 ans, il n'avait assurément pas les compétences pour construire un engin d'une telle complexité. Les agents poursuivirent leur enquête à la recherche d'autres pistes prometteuses. L'enquête de cet attentat n'en finissait plus. On a dû interroger plus de 400 suspects un peu partout à travers le pays. L'explosion avait causé des dommages estimés à 3 millions de dollars. L'auteur de cet attentat devait absolument être arrêté avant qu'il ne construise une autre bombe. Malheureusement, les agents étaient à court de pistes. L'auteur de la bombe était inactif depuis plusieurs mois. Au mois de novembre, tous les agents, sauf 16, furent renvoyés à leurs bureaux respectifs. L'enquête piétinait. Le FBI tenta alors une nouvelle approche. Au début de 1981, on s'est dit qu'il serait peut-être temps d'augmenter la récompense. On l'a alors fixée à 500 000 $. Elle est ainsi passée de 250 000 à 500 000 $. Même si un groupe très uni était responsable de l'attentat à la bombe, le FBI croyait que la perspective de toucher un demi-million de dollars serait assez séduisante pour obtenir des résultats. Quand on a effectivement disposé de ces 500 000 $, on a demandé aux médias de diffuser la nouvelle. On a tenu une conférence de presse et ça a bien fonctionné. Le pari du FBI porta fruit. À peine quelques jours plus tard, on a reçu un appel. Un jeune homme avait appelé les agents du FBI de Fresno pour leur dire qu'on avait été sur la bonne piste, mais qu'on ne s'était pas arrêté sur la bonne personne. Il nous a révélé que ce n'était pas le fils de M. Burgess qui aurait dû nous intéresser, mais bien John Burgess lui-même. Selon cette source, c'était John Burgess, le père, qui était responsable de ce crime. Cette hypothèse était plausible. Même si John Burgess n'avait pas exactement le profil d'un suspect, les agents n'avaient jamais pu s'expliquer pourquoi son fils se trouvait à Lake Tahoe au moment où la bombe avait été livrée. En l'espace de quelques jours, l'enquête se déplaça de State Line au Nevada à Fresno en Californie. Même s'il y avait déjà un bureau à cet endroit, on a ouvert un autre bureau et fait venir 30 ou 40 agents afin qu'on puisse se concentrer sur John Burgess. Personnellement, je croyais qu'on tenait le coupable. Il s'agissait d'une famille. L'homme avait 2 fils qui pouvaient l'avoir aidé et qui ne voulaient pas la récompense. Ils avaient préféré garder le silence selon toute vraisemblance. Je suis parti pour Fresno avec beaucoup d'enthousiasme. Je croyais qu'on le tenait. Le FBI soupçonnait John Burgess père d'être l'auteur de la bombe. Mais il devait trouver des preuves de sa participation dans ce crime pour pouvoir l'arrêter. Un important casino était en ruine, détruit par une explosion. Le FBI soupçonnait John Burgess, un entrepreneur en aménagement paysager, d'avoir orchestré cet attentat à la bombe. L'agent spécial Bill Junkie. L'enquête portant sur John Burgess portait sur tous les points possibles. On a interrogé ses proches parents, ses amis, on l'a mis sous surveillance nuit et jour. On a vérifié ses antécédents et examiné le profil des gens qui travaillaient pour lui. Burgess avait un passé intéressant selon l'agent spécial Herb Hawkins.
C'était un immigrant hongrois qui s'était mis les soviétiques à dos pendant la Révolution hongroise. Et il s'était retrouvé dans un camp de travail où il avait manipulé beaucoup d'explosifs. Lors de nombreux interrogatoires, les agents apprirent que Burgess avait des ennuis financiers. En mars 1980, le ministère du Revenu avait intenté une poursuite contre lui pour le défaut de paiement de 34 000 $ en impôts. Il devait également 15 000 $ au Harvey's Casino pour des dettes de jeu. Les dettes de jeu dont il nous a parlé et qu'on avait déjà notées en vérifiant dans les registres du casino n'en faisaient qu'un suspect encore plus intéressant. Depuis le début, on croyait que le type qui avait fait ça en voulait au Harvey's Casino et qu'il lui devait de l'argent ou qu'il en avait beaucoup perdu à cet endroit. Cela correspondait donc parfaitement au profil qu'on avait dressé de l'auteur de cette bombe. Les agents croyaient que John Burgess avait les connaissances requises et le mobile pour attaquer le casino. Maintenant, il devait en faire la preuve. Un agent et moi-même avons été assignés à contacter M. Burgess tous les jours, 7 jours par semaine. On lui rendait visite et on lui parlait. On voulait l'amener à parler. Certains jours, il hurlait et ne voulait pas nous faire entrer chez lui, alors que d'autres jours, il nous faisait entrer et acceptait de nous parler. Burgess était très égocentrique. Il aimait parler de sa fructueuse entreprise d'aménagement paysager et de ses connaissances en électronique. Les experts ne s'étaient pas trompés. Les choses se mettaient peu à peu en place relativement à ses antécédents. Maintenant, on devait découvrir où, à Fresno, il avait pu construire l'engin explosif et acheter les composantes requises. Lors d'un attentat à la bombe, la première chose que l'on fait, c'est de voir s'il y a eu des vols dans la région et d'où les composantes de la bombe viennent. Les suspects peuvent les avoir construites, les avoir volées ou les avoir achetées. On commence donc par vérifier les rapports de vol. Les agents apprirent qu'on avait volé environ 500 kilos de dynamite sur un chantier de construction près de la maison de Burgess, peu de temps avant l'attentat à la bombe au casino. Le puzzle commençait à prendre forme. Il était maintenant temps d'amener les proches du suspect à nous parler. Les agents interrogèrent un des membres éloignés de la famille de Burgess qui était propriétaire d'une importante ferme d'élevage de dindons près de Fresno. Ils étaient particulièrement intéressés par les interrupteurs sur son appareil de distribution de moulées, construit par Burgess lui-même. Il avait été construit selon le même modèle que la bombe. C'était le même type de plastique utilisé et les soudures étaient identiques elles aussi. Les agents exercèrent de la pression sur les fils de Burgess et ils parvinrent finalement à les convaincre de parler. Les versions des deux fils étaient identiques. Leur père leur avait demandé de participer à cette tentative d'extorsion. Les deux fils n'étaient pas très excités par cette idée. Ils auraient préféré ne pas le faire. Mais ils devaient respect à leur père. Et ils l'ont aidé à quelques reprises. Un des fils de Burgess reconnut qu'il n'avait jamais fait la culture de marijuana. Il avait inventé cette histoire pour protéger son père. Le FBI apprit ensuite que 2 employés de Burgess avaient livré la bombe au Harvey's Casino. Les fils du suspect ajoutèrent que c'était la petite amie de leur père qui avait rédigé la lettre d'extorsion. Ils indiquèrent ensuite aux autorités l'endroit où leur père avait caché le reste de la dynamite qu'il avait volée. Ils nous ont également fourni de l'information sur d'autres vols d'explosifs qui avaient été commis sur le même chantier et nous ont dit où ces explosifs avaient été enterrés. Près de 300 kilos de dynamite avaient été enterrés dans le lit asséché d'un ruisseau près de Fresno. M. Burgess avait dit à ses fils qu'il comptait construire une autre bombe et la poser à un autre endroit. Le 16 août 1981, John Burgess fut arrêté alors qu'il quittait sa maison. Burgess et ses complices furent accusés de tentative d'extorsion et de complot. Les fils de Burgess plaidèrent coupables et écopèrent d'une sentence de liberté surveillée. Le 15 avril 1985, John Burgess fut reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le FBI a perdu un immeuble, mais l'opération a été réussie. Il n'y a pas eu de perte de vie
Et l'on a capturé l'auteur de la bombe avant qu'il ne récidive. On en a appris beaucoup à propos des attentats à la bombe sur de gros immeubles. On sait maintenant ce qu'il faut faire en premier lieu, en second lieu et en troisième lieu. On connaît les dangers que cela représente. Malheureusement, depuis cet attentat, on a eu l'occasion à quelques reprises de mettre nos connaissances à profit à travers le monde, aussi bien que d'en acquérir de nouvelles.